Bonjour à tous, je serai avec vous cette semaine pour le 13h. Merci pour votre fidélité renouvelée. Investiture aujourd'hui du président du FASO au Palais des Sports de Ouaga 2000. Rochma Christian Kaboré réélu pour un second mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont fait le déplacement. Voilà la principale actualité de ce journal. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, 28 décembre, se tient l'investiture du président réélu Rochma Christian Kaboré à la suite des élections du 22 novembre. Et à ce sujet, nous recevons notre chef de desk politique, Bernard Bougman. Bonjour Bernard. Bonjour Marie. Parlez-nous un peu de cet acte solennel. Cet acte solennel consacre la prise officielle de fonction du président du FASO qui a prêté serment il y a 5 ans, le 29 décembre 2015. Nous sommes au 28 décembre 2020. Il fallait le faire avant effectivement demain. Parce que si on franchit la date de demain, il n'est plus le chef de l'État, on n'a plus un nouveau président. Parce qu'il doit prêter serment effectivement avant. Donc c'est aujourd'hui que le président du FASO prend officiellement ses fonctions. Et si vous avez entendu le rituel, le président du Conseil constitutionnel dit: vous êtes installé dans vos fonctions de chef de l'État et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Après cet acte, le chef de l'État rentre dans la plénitude de ses fonctions et exerce maintenant les fonctions du président du FASO et chef de l'État. C'est-à-dire que le boulot du nouveau chef de l'État, donc élu, qui a été confirmé, commence à partir d'aujourd'hui. Et c'est une solennité également, un moment solennel voulu par la Constitution qui dit que le chef de l'État, le président prête serment, et le serment même est défini, de effectivement défendre et de garantir l'intégrité du territoire et de défendre chaque Burkinabé. Donc c'est un rituel dans la vie normale de la République. Pour cette investiture, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Ouagadougou. Nous avons le chef d'État mauritanien, sénégalais, bissau-guinéen, togolais, ivoirien, ghanéen, tchadien, ivoirien et d'autres personnalités. Est-ce qu'on peut dire que cela dénote de la bonne relation entre le Burkina Faso et les pays représentés par ces chefs d'État? Effectivement, il y a 10 chefs d'État et également une dizaine de délégations qui sont des chefs de gouvernement et qui représentent des pays respectifs que sont les autres pays qui ont été également invités. Alors, est-ce que cela dénote la bonne collaboration? Oui, il faut dire que dans les questions de coopération politique et diplomatique, ce sont des exercices qui sont attendus. Alassane a eu 13 chefs d'État. On n'attendait même pas certains qui avaient décrié le 3e mandat, mais qui se sont retrouvés à Abidjan, comme par exemple le président Ambalo, qui était à Abidjan et qui est également ici. Donc, c'est dans le cadre de la coopération entre les États. C'est aussi dans le côté diplomatique, donc dans le symbole pour dire qu'effectivement nous sommes ensemble, donc pour être témoin effectivement de son investiture. Certains ne sont pas venus pour des raisons diverses et maintenant c'est aussi, comme je l'ai dit de façon basique, c'est dans le cadre de la collaboration. Parfois ça froisse, donc il y en a qui se font représenter, il y en a qui ne sont pas attendus, comme en Guinée, Ambalo n'a pas été attendu par Alpha Condé, il ne voulait pas le voir et il n'est pas venu. Et c'est l'opposant, le challenger de l'opposant de Ambalo qui a effectivement été reçu en Guinée. Donc le chef de l'État qui prend fonction invite ses amis. Des amis également tiennent à y être. Et quand vous regardez effectivement parmi ces chefs de l'État, il y a le carré des amis du président, le carré de ceux qui sont là au nom de la coopération internationale et tout. Et donc le carré également de ceux qui disent, bon, il faut également que je sois témoin de la scène. Et ces carrés d'amis, c'est le président de la Guinée, le président du Niger, le président du Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui est pratiquement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est d'ailleurs une affaire de frères. D'ailleurs, Alassane appelle Rochma Christian Kaboré son neveu, et Roch l'appelle tonton. C'est des relations qui datent depuis longtemps, quand le père du président actuel officiait à la BCAO. Donc c'est depuis cette époque-là que cette amitié, cette relation, disons, a été tissée. Donc il y a également cette façon de faire. Mais il y a un grand monsieur qui est aussi ami de Rochma Christian Kaboré qui va manquer à l'appel. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, qui n'est plus président. Donc le Mali d'ailleurs est représenté, vous voyez, par son premier ministre. Alors que c'est le même Ibeka qui était là à Ouagadougou. C'est un des amis également de Rochma Christian Kaboré. Le Mali n'est pas là par son président de la transition. Pourtant, ils étaient effectivement en Côte d'Ivoire. Bon, donc, et il y a aussi les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Tchad, Niger, le Burkina,
Donc il y a le Mali, effectivement, qui s'est fait représenter par son Premier ministre. Donc il y a également ceux de l'UEMOA. Donc en plus des 5 du G5 Sahel, il y a les autres de l'UEMOA et certains maintenant de la CEDEAO, dont certains aussi se sont fait représenter. Le Ghana est obligé d'y être parce qu'il est également président en exercice de la CEDEAO. En effet. Quels sont donc les grands défis de ce nouveau quinquennat pour Roch Marc Christian Kaboré? Les grands défis, il y a d'abord le défi de réussir la sécurisation du Burkina, de faire en sorte que ceux qui se sont déplacés retournent dans leur domaine, localité respective, donc pour que l'État puisse effectivement intégrer toutes les contrées du Burkina. Le deuxième défi, c'est de réussir la bonne gouvernance, parce que c'est l'un des points faibles de ce gouvernement. Le troisième défi, c'est de réussir également la réconciliation entre les Burkinabés, parce qu'il est élu pour le développement. Ça fait partie, je pense, même parce qu'il faut parler des défis. Parce que tout le programme, c'est développement, développement, développement. Mais maintenant, à l'intérieur, voilà, de mon point de vue, les défis majeurs, urgents, sur lesquels le président Roch Marc Christian Kaboré a attendu pour les 5 ans à venir. Merci Bernard Bougman. Rappelons, vous êtes chef de desk politique, Truc TV et Watt FM. C'est moi qui dis merci. Poursuivons donc ce journal. Avant son investiture, le président du Faso a reçu hier en audience le premier ministre malien Mokhtar Ouane. Présent au Burkina Faso pour la cérémonie d'investiture du président réélu, le chef du gouvernement malien a pour l'occasion échangé avec le chef de l'État burkinabé sur la coopération entre les deux pays. Voici un extrait de leur entretien. Je suis venu ce matin représenter le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence M. Badaou, à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Et j'ai saisi cette occasion pour réitérer au président Kaboré les très vives et chaleureuses félicitations de son homologue malien et au-delà de l'ensemble du peuple malien qui saisit cette occasion aussi pour adresser au peuple burkinabé son salut fraternel. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire également que nous sommes très heureux de cette belle leçon de démocratie que le Burkina vient d'administrer à l'ensemble du continent à travers la préparation, l'organisation, le déroulement et l'issue des scrutins présidentiels et législatifs qui viennent de se dérouler. Une belle leçon de démocratie parce que ceci s'est passé dans un contexte difficile, sécuritaire difficile, incertain, mais le résultat a révélé la grande maturité du peuple burkinabé qui est aussi un message très fort à envoyer à l'ensemble de nos pays. Je pense également que cette élection a permis de révéler ce qu'un peuple assemblé, uni, peut faire pour son développement, pour son progrès continu sur le chemin du développement et de la paix. En cela, je voudrais me réjouir de cela. Mais naturellement, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État et de l'entretenir de la situation des relations de coopération entre le Mali et le Burkina, qui, comme vous le savez, sont des relations anciennes, c'est des relations fortes, c'est des relations confiantes. La liberté d'expression au Burkina Faso, encore une fois de plus, remise en question. Plusieurs menaces à l'endroit des hommes de médias ont été recensées. Le Centre national de presse à Norbert Zongo prend le taureau par les cornes et interpelle les autorités afin d'éviter le pire. C'est au cours d'un point de presse tenu ce 24 décembre. Serge Bado pour les précisions. En l'espace de quelques semaines, 3 journalistes ont fait l'objet d'intimidation. Il s'agit du secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Sidiki Dramé, de Seri Baoula de la RTV Radio et de la Djibama. Sans connaître l'auteur de ces faits, le président de l'association des journalistes du Burkina, Gezouma Sanogo, demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite. Qui en voudrait autant aux journalistes? Sans préjuger des auteurs de ces intimidations, le Centre national de presse Norbert Zongo et les collectifs des organisations démocratiques de masse et des partis politiques mettent l'État face à son devoir de protection de l'ensemble des citoyens de ces pays, et particulièrement les journalistes, les défenseurs de la liberté d'expression de la presse, ainsi que les défenseurs des droits humains, et qui consentent d'énormes sacrifices pour concourir à la protection des droits des populations des villes et des campagnes.
Pour le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, face à ces menaces à répétition, affirme leur soutien et leur solidarité pleine et indéfectible aux hommes des médias victimes de ces menaces de mort. Mettre en garde quiconque oserait tenter d'attenter à leur vie. Appelle instamment les autorités en charge de la sécurité et de la justice à prendre toutes dispositions afin d'une part d'assurer la sécurité des journalistes menacés et d'autre part de rechercher, d'appréhender et de punir les commanditaires et les auteurs de ces menaces de mort et tentatives d'assassinat. Appelle les autorités burkinabées à se mobiliser afin de faire échec aux remises en cause répétées du droit à la vie et au recul démocratique au Burkina Faso. Le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif entendent tout mettre en œuvre selon Nguessouma Sanogo afin que les événements de 1998 ne se reproduisent plus. Et selon eux, ce sont des actes qui mettent en mal la liberté d'expression au Burkina. Éducation dans ce journal, le deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'éducation a eu lieu à Lumbila ce 23 décembre. Le programme d'activité de l'année 2020 de ce département a été adopté. Présidé par le ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro, plusieurs points dans la gestion du Covid-19 en milieu scolaire au Burkina Faso ont été abordés. Mamitriana Kamabou. Pour le compte de l'année 2021, le ministère de l'Éducation nationale a adopté son programme d'activité au cours du deuxième et dernier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année. Le plan d'action a été élaboré de façon consensuelle et participative avec les partenaires sociaux et les acteurs du domaine. Un plan estimé à plus de 534 milliards de francs CFA selon Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc 500 milliards pour le budget général de l'État, un peu plus de 10 milliards pour le compte d'affectation spéciale du Trésor en lien avec le programme de développement stratégique de l'éducation de base, CARS FSDEB. Et puis il y a un autre programme cantine scolaire autour de 190 millions de francs CFA. Et puis les projets et programmes que nous avons le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, nous avons le projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe, nous avons donc un certain nombre de projets comme ça qui font autour de 23 milliards de francs CFA. Donc nous avons un budget de 534 milliards de francs CFA qui a été adopté dans le cadre du plan d'action, donc adopté à l'issue donc de ce CACEM. Un arrêté a été pris entre le ministère en charge de l'administration territoriale et le ministère de l'Éducation nationale dans le but de travailler à une meilleure prise en charge du Covid-19 dans les établissements scolaires. Le premier cours de la reprise, c'est-à-dire le premier cours du deuxième trimestre, soit le cours donc sur la Covid-19 qui a été élaboré, c'est un module, a été élaboré et validé par le ministère de la Santé que nous dispensons pour rappeler aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants que la maladie elle est là et circule, il y a des cas actifs et nous devons faire attention et nous prémunir. Donc c'est un peu cela. Donc il n'y a pas, on ne s'affole pas, nous ne sommes pas dans une dynamique de fermeture des établissements. Ça, ce n'est pas pour le moment envisagé. Et ce qui est envisagé, c'est ce que je vous ai dit, c'est travailler à la prise en charge en déroulant donc notre protocole de prise en charge et travailler à davantage de sensibilisation en essayant de trouver des éléments de langage qui pourront convaincre parce qu'on sensibilise, mais malheureusement, on constate que 98% des établissements n'observent pas les mesures barrières que nous avons édictées. Stanislas Ouaro a par ailleurs salué l'engagement et la détermination du gouvernement et du chef de l'État pour la cause de l'éducation au Burkina Faso. Dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire de la résolution 2250, la coalition 2250 portée par le Centre diocésain de communication avec l'ONG Oxfam a refermé mardi dernier son forum sous-régional, forum qui traitait de la participation des jeunes aux questions de sécurité et de paix. Des jeunes venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont 3 jours durant réfléchi sur ces questions. Ami Valiant. Pendant 3 jours, les membres de la coalition 2250 ont échangé sur l'implication de la jeunesse dans le processus de la paix et de la sécurité des 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina. Le président de cette coalition, Abbé Victor Ouedraogo, a présenté les objectifs de la coalition. La coalition 2250 est une initiative de l'ONG Oxfam qui, en décembre 2019,
et à partir d'une résolution des Nations Unies, résolution nommée 2250, a voulu initier une coalition de jeunes des différents pays, notamment du Niger, du Mali et du Burkina, qui allaient s'approprier ce texte, cette loi-là, pour la transformer en activité concrète dans les différents pays de la sous-région. Pour les participants, ce forum est une réussite. Cela favorisera la mise en place d'un plan d'action national de plaidoyer pour les 3 pays membres. Je suis très satisfaite de ces 2 jours d'activité parce que non seulement nous avons échangé, nous avons mené des débats avec les participants venus du Mali et du Niger. Nous avons échangé entre autres sur les thématiques en lien avec l'implication de la jeunesse dans la résolution, la prévention et surtout pour prévenir les conflits dans nos différents pays. Membres du G5 Sahel. Donc, durant ces 2 jours, ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut vraiment impliquer la jeunesse parce que nous ne sommes pas que l'avenir, nous sommes le présent et le présent se construit dès maintenant. Le parrain qui s'est fait représenter par le directeur national de la jeunesse a félicité les organisateurs pour le travail abattu. À la même occasion, il a réaffirmé son engagement d'accompagner ce projet. Le parrain se réjouit effectivement de cette initiative, félicite donc les organisateurs et marque la disponibilité du ministère effectivement à accompagner cette initiative-là. Vous savez, les questions de paix, de sécurité, de stabilité de nos pays, c'est des questions qui ne peuvent plus être traitées en l'absence et en dehors des jeunes. C'est pour cela que le pays tout entier, à travers le ministère de la Jeunesse, se réjouit de cette initiative et marque sa disponibilité effectivement à accompagner. Le forum marque le début de l'élaboration du document du plan d'action national du plaidoyer. Rappelons que ce forum s'inscrit dans le cadre du 5e anniversaire de la résolution 2250, dont les autorités burkinabées ont pris l'engagement d'impliquer les jeunes dans tout le processus de construction et de la consolidation de la paix. Décoration au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a reçu une distinction jeudi dernier. Loli Kimiassi a été élevée au rang d'officier de l'ordre de l'étalon Sanata Serré. Après 3 ans de mission au Burkina Faso, Yoli Kimiassi a vu ses mérites reconnus par l'État burkinabé. Elle a été faite ce jeudi, officier de l'ordre de l'étalon. Ce geste, selon le ministre des Affaires étrangères, vient témoigner toute la reconnaissance de la nation envers elle pour sa mission accomplie. Une mission durant laquelle les choses n'ont pas été faciles, mais qui a permis de renforcer les relations de coopération entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Burkina Faso. Nous avons eu quelques moments difficiles dans la gestion des camps de réfugiés, notamment à Mentao, lorsqu'il y a eu une attaque en mai dernier, même à Goudougou aussi, lorsqu'il y a eu les menaces contre les réfugiés là-bas. Mais d'une manière générale, nous avons bien travaillé, nous avons eu les bonnes réactions, nous avons fait des visites de terrain ensemble. Il y a eu des investissements avec des financements de son organisation. Il y a eu la visite du haut commissaire pour les réfugiés dans notre pays, qui s'est déplacé même hors de Ouagadougou et qui après est devenu l'avocat de notre pays, puisqu'il a multiplié les plaidoyers et qui ont été très utiles pour notre pays en cette période assez, j'allais dire, cruciale compte tenu des difficultés de gestion des centaines de milliers de réfugiés. Et la représentante du HCR a de se réjouir, tout en saluant les autorités burkinabées pour cette distinction. Elle quitte donc le Burkina Faso avec un cœur rempli de joie. C'est un privilège parce que normalement on ne décore pas les institutions internationales. Mais comme le ministre l'a dit, on a des relations très particulières avec le ministère qui est toujours à notre écoute et qui est toujours avec nous pour trouver des solutions pour les réfugiés qui se trouvent au Burkina Faso. Je voulais dédier cette décoration à mes collègues que jour et nuit, avec coronavirus ou sans, ils ont œuvré pour qu'on puisse aujourd'hui mériter cette médaille. Donc, elle ne va pas pour moi seulement, mais toutes mes collègues et aussi nos partenaires, comme justement la CONAREF et la CONASUR. Toutefois, Yoli Kimiassi part laissant derrière elle des chantiers inachevés. Le Burkina Faso accueille à ce jour 21 000 réfugiés maliens qui vivent dans les camps de réfugiés de Mentao et de Goudougou dans la région du Sahel.
Cérémonie toujours, mais d'installation cette fois. Le secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kajou a été officiellement installé ce mardi 22 décembre à Ouagadougou. André Tandjekpo a pris fonction en présence du ministre du Commerce, par ailleurs président en exercice du Comité international consultatif du Kajou, Ami Valiant. Par cette signature, André Tandjekpo est enfin installé dans ses fonctions du secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kajou CICC. C'est initialement en mars 2020 qu'il devrait entrer en fonction. Mais cette installation a dû être reportée en raison de la pandémie du Covid-19. André Tandjekpo aura pour mission de travailler à la coordination de tout ce qui est politique au sein des pays membres de l'organisation. Comme vous le savez tous, la Covid-19 a affecté tous les secteurs de l'économie, que ce soit au niveau mondial qu'au niveau des pays du CICC. Mais comme on sait une catastrophe mondiale, les pays ont appris de cette catastrophe-là et vont s'ajuster et faire autrement pour avancer plus progressivement. Donc je pense que ce qui s'est passé est une opportunité, en termes de Covid-19, est une opportunité pour faire autrement et changer pour rayonner le secteur au niveau global. Le ministre du Commerce, par ailleurs président en exercice du Comité international consultatif sur le Kajou, a tenu à féliciter le secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kajou CICC pour sa patience et l'inviter à travailler afin de contribuer au développement socio-économique des pays membres. Nous sommes donc arrêtés aujourd'hui pour finaliser donc la question de contrat, le signer et d'installer officiellement le secrétaire exécutif. L'installation devrait forcément se faire, on peut imaginer effectivement donc dans ces nouveaux locaux où le siège est à Abidjan, mais nous avons pris toutes les dispositions avec le lancement d'un procès verbal et tout le reste, de commun accord avec l'ensemble des ministres pour que nous puissions travailler avec les moyens de bord, qu'ils puissent travailler à distance, que nous puissions exploiter les nouvelles technologies pour travailler, et sans forcément nous retrouver dans un lieu physique, le temps que nous arrivons à régler un certain nombre de choses. Donc c'est le lieu de remercier le secrétaire exécutif qui a accepté de travailler dans ces conditions et qui a permis donc à ce que l'institution continue de vivre malgré donc la situation difficile, et remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près pour qu'aujourd'hui nous puissions donc faire le point et bien entendu signer ce contrat et continuer le processus. Créé en 2016, le Comité international consultatif sur le Kajou est basé en Côte d'Ivoire. Les pays membres du CICC sont le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Ouverture le 23 décembre à Ouagadougou de la deuxième session de l'année 2020 du comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien au service du ministère en charge de l'économie. Les différentes réalisations ont été passées en revue et de nouvelles perspectives ont été dégagées pour l'année 2021. Sanata Serré pour le compte-rendu. Le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques PAGPS est la seule composante du programme budgétaire pilotage et soutien des services du MINEFIDA. C'est un programme qui vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l'État à travers la promotion d'une gestion saine des finances publiques et le renforcement du système statistique national. Cette deuxième session de l'année 2020 du comité de revue du programme budgétaire sera donc consacrée à l'examen de la mise en œuvre du programme, suivi d'échanges sur les réalisations et les perspectives. Au menu de la session, 2 présentations sont prévues. L'une portera sur l'état d'exécution du PAGPS au 30 novembre 2020 et l'autre sur le projet de plan de travail de l'année 2021. Nous échangerons ensuite sur les éventuelles préoccupations en vue de trouver les solutions appropriées pour l'amélioration de l'efficacité et de la gouvernance du programme. En termes de bilan, plusieurs réalisations ont été enregistrées au cours de l'année 2020 dans le cadre du programme. Un bilan jugé donc satisfaisant par la responsable du programme budgétaire à pilotage et soutien des services du MINEFIDA. Alors, au titre de l'année 2020, c'est environ 2,7 milliards qui sont mobilisés pour la mise en œuvre de 2 sous-programmes qui composent donc le PAGPS. Il s'agit du sous-programme statistique et du sous-programme finances publiques. Alors, le bilan
au 30 novembre 2020 est satisfaisant, je dirais. Les 2 sous-programmes ont pu réaliser des résultats importants. Je pourrais citer quelques-uns seulement. Alors, le sous-programme statistique a pu donc accompagner l'Institut national de la statistique et de la démographie dans la conduite des travaux du recensement général de la population et de l'habitation. Le sous-programme Finances publiques maintenant a accompagné le renforcement des compétences de 80 comptables secondaires des matières sur le système de gestion intégré de la comptabilité des matières. Il est envisagé dans le cadre de ce programme, au titre de l'année 2021, 90 activités, dont 40 pour le sous-programme Finances publiques et 50 activités pour le sous-programme Statistique, avec un coût de réalisation d'environ 9 millions de francs CFA. Ce programme d'un coût global de 10 milliards de francs CFA financé à 92% par l'Union européenne est prévu pour finir en décembre 2021. Terminons ce journal avec la valorisation des productions agro-silvopastorales, véritable force de l'autosuffisance alimentaire. C'est d'ailleurs le thème retenu pour cette 4e édition de la foire agro-silvopastorale tenue à Lumbila. Ouverte le 21 décembre dernier, la foire a refermé ses portes le jeudi 24 décembre. Suivez ce reportage signé Michael Tougri avec la voix d'Abdoulrahim Nigné. Après 72 heures d'exposition, la 4e édition de la foire agro-silvopastorale de Lumbila a refermé ses portes en présence de la gouverneure de la région du Plateau central. Fatoumata Yatassaï a salué le conseil municipal pour cette initiative qui consiste à la promotion des potentialités de la commune rurale de Lumbila. J'ai eu personnellement visité les différents stands avec mon équipe. J'ai vu le merveilleux travail abattu par les producteurs. J'ai vu des femmes promotrices de produits locaux, des femmes aussi qui faisaient de l'embouche. Il faut les encourager à perdurer là-dedans parce que c'est une ville, la région du Plateau central est une région focusée sur la maraîchiculture, les légumes et les fruits. Et cette initiative-là rentre en droite ligne avec la préoccupation des producteurs quant à la vente des produits qu'ils arrivent à cultiver et à produire. Donc c'est une initiative à encourager et je reste disponible en tout cas pour de telles initiatives. C'est un conseil municipal satisfait de la forte mobilisation des participants à cette 4e édition de la foire agro-silvopastorale. Dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, les meilleurs artisans sont distingués. Un choix selon le maire de Lumbila qui vise à stimuler une saine émulation entre les exposants. Il faut que nous encourageons l'excellence. Donc on prend les meilleurs pour pouvoir primer. Ça encourage. Si on te dit que dans tout Lumbila, c'est toi en matière d'agriculture, c'est toi qui es le meilleur. Dans le domaine de l'environnement, c'est toi, ou dans le domaine de l'élevage, c'est toi, c'est encourageant. Il y a plein de gens qui sont dans Lumbila et qui excellent dans leur domaine. Alors c'est pourquoi nous avons pris le domaine agro-silvo-pastoral. Et vous voyez, ça va de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc toutes les chaînes de valeur sont prises en compte. Et là, on permet de savoir qui fait quoi, qui a l'excellence dans quoi, et ça fait des relations d'affaires, et les gens savent qu'à Lumbila, on peut avoir ça, il y a des échanges d'adresses, etc. Donc ça va promouvoir le tissu économique au niveau de la commune. Cette édition 2020 de la foire agro-silvopastorale de Lumbila a été une occasion pour le conseil municipal de remettre 70 permis à des femmes et hommes. Après le succès de cette 4e édition de la foire agro-silvopastorale, le comité d'organisation a désormais le regard tourné vers l'édition 2021. Et c'est ici que prend fin ce journal de la mi-journée. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bon après-midi sur True TV.